Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la combinaison productive. Pour cela, donc, nous verrons successivement le facteur travail, le facteur capital, la technologie, ainsi que les ressources naturelles. En fait, ça sera en associant, en combinant, en utilisant simultanément le facteur travail, capital, la technologie et les ressources naturelles, que les producteurs, par exemple les entreprises, pourront fabriquer des biens et des services. Alors, étudions-les successivement en commençant par le facteur travail. Le facteur travail est constitué par le temps que consacre à l'entreprise l'ensemble des travailleurs présents dans celle-ci. Alors le facteur travail a deux dimensions. On a ce qu'on appelle une dimension quantitative. Ce sera tout simplement le nombre de travailleurs dans l'entreprise et leur temps de travail. Autrement dit, combien il y a de petits bonhommes qui travaillent dans l'entreprise et combien d'heures vont-ils travailler dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Mais dans le facteur travail, on a également une dimension qualitative. Ça sera le niveau de qualification des individus, donc leur qualification individuelle, autrement dit, quels sont les diplômes qu'ils ont pu accumuler alors qu'ils étaient étudiants, donc formation initiale. La formation continue, c'est le fait, lorsque l'on est actif, d'avoir encore accès à des connaissances, par le biais de séminaires par exemple. L'expérience que l'on a pu accumuler également au fil du temps. Mais dans le facteur travail, dans la dimension qualitative, on aura également la motivation des travailleurs, qui est importante, plus ils seront motivés, plus ils auront tendance, bien évidemment, à être efficaces, à être productifs. On aura leur état de santé, leur capacité à pouvoir s'intégrer, à pouvoir s'adapter, en fait, au sein de l'entreprise, etc. Deuxième facteur, le facteur capital. Alors, le facteur capital se décompose en, tout d'abord, capital fixe, et d'un autre côté, en capital circulant. Alors, si on reprend initialement le capital fixe, c'est tout simplement l'ensemble des biens qui va durer plusieurs cycles de production, donc en général un an minimum. Donc ce seront les machines, le gros outillage, des chaînes de montage, des voitures. Alors quand je dis des voitures, attention, je ne parle pas des voitures utilisées par monsieur tout le monde, des voitures utilisées dans le cadre d'une activité productive, une voiture de police, un bus, un camion, un taxi, etc., etc. Donc en fait, dans le capital fixe, on aura les biens de production durable. Dans le capital circulant, donc, en fait, nous aurons ce qui correspond grosso modo aux consommations intermédiaires. Autrement dit, ce sera l'ensemble des biens et des services qui vont être utilisés pendant un cycle de production. Par exemple, des ressources énergétiques, des matières premières, du tissu utilisé pour faire une robe, la craie ou des feuilles de papier utilisées par un enseignant pour faire son cours, etc. Bon, à noter quand même que, en théorie économique, quand on parle de facteur capital, le plus souvent, même dans l'écrasante majorité des cas, on parle exclusivement du capital fixe. Ça veut dire que si on vous dit que pour produire, il faut combiner le facteur travail et le facteur capital, ça veut dire que pour produire, il faut combiner des petits bonhommes et des machines. Tout simplement. Donc, facteur capital, le plus souvent, implicitement, ça désigne le capital fixe. Alors, le stock, le volume, c'est la quantité de capital fixe, par exemple le nombre de machines qu'on a dans une entreprise, le stock de capital fixe augmente grâce à ce que l'on appelle l'investissement. L'investissement, c'est un flux qui va alimenter un stock qui va permettre donc d'accroître ou de maintenir en l'état éventuellement la quantité de capital fixe qu'on a dans l'entreprise. Un investissement, c'est donc le fait d'acheter des biens de production durable que l'entreprise va utiliser pendant au minimum un an dans son processus productif. Alors on distingue en théorie plusieurs types d'investissements. Tout d'abord, l'investissement de capacité. L'investissement de capacité, c'est lorsque on va augmenter son stock de capital fixe. En clair, tout simplement, on va augmenter le nombre de machines présentes dans l'entreprise. Si sur une exploitation agricole on avait un tracteur, maintenant on en aura deux. L'investissement de remplacement. Tout simplement, lorsque l'on va remplacer des biens de production durable qui sont usés, parce qu'ils ont été utilisés pendant longtemps, c'est normal, ils ont une durée de vie qui est limitée, 5 ans, 10 ans, etc. Ou alors des biens de production qui sont frappés d'obsolescence, qui sont un petit peu dépassés technologiquement. Par exemple, on va remplacer un taxi qui a 300 000 km par un autre flambant neuf. Et on a également les investissements dits de productivité, c'est tout simplement lorsque l'on veut augmenter l'efficacité des facteurs de production. On parlera dans ce cas-là de productivité. Donc on va acheter une machine super puissante qui va intégrer les dernières technologies. Bon, la typologie que l'on vient de voir, investissement de capacité, investissement de remplacement, investissement de productivité, c'est un peu théorique, parce que dans la réalité, souvent, c'est un peu tout mélangé. Par exemple, si vous faites un investissement de remplacement, vous aviez une vieille machine qui avait 20 ans, vous la remplacez par une neuve,
bon, il y a fort à parier que le modèle d'il y a 20 ans ne se fait plus. À la place, vous allez en acheter un plus récent, donc à la fois ce sera du remplacement, mais qui aura des conséquences positives en matière de productivité également. Donc la combinaison productive, c'est l'association du facteur travail, du facteur capital, ça permet d'obtenir des biens et des services. Bon, simplement, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. Cela doit répondre à certaines contraintes d'ordre technique et d'ordre économique. Au niveau technique, on ne peut par exemple pas associer les facteurs de production dans n'importe quelle proportion. Au niveau financier, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le coût du travail et le coût du capital. Alors, si on rentre dans les détails, au niveau technique, on a deux types de relations entre les facteurs de production. Tout d'abord, une relation de complémentarité. C'est tout simple, ça veut dire qu'un facteur de production a besoin d'un autre pour pouvoir produire quelque chose. Exemple, le chauffeur aura besoin d'un camion. L'ouvrier aura besoin de sa pelle. Un ouvrier sans pelle, un chauffeur sans camion, ça sert pas à grand chose, à rien même. Deuxièmement, une relation de substituabilité. Ça veut dire qu'un facteur de production peut tout à fait remplacer un autre facteur de production pour produire quelque chose. Par exemple, on peut remplacer nos 4 petits ouvriers par une machine. Au niveau financier, il faut tenir compte conjointement donc du coût du travail, mais également du coût du capital. Alors le coût du travail, ce sera le coût total supporté par l'employeur pour l'emploi de la main-d'œuvre. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes une entreprise, que vous allez embaucher quelqu'un, que vous allez lui verser un salaire tous les mois, ce que vous allez coûter en fait, ce que le salarié va vous coûter, c'est pas uniquement ce qu'il va percevoir sur son compte courant. Sur son compte courant, il va percevoir un montant que l'on appellera donc le salaire net. Dans la réalité, son employeur ne va pas du tout uniquement, bien évidemment, verser cette somme. En fait, il va verser à un ennemi 2 fois cette somme. Autrement dit, en plus du salaire net qu'il va percevoir le travailleur, le salarié, il va également falloir, du point de vue de l'employeur, verser des cotisations sociales, soit en son nom, au niveau patronal, soit au nom du salarié, les cotisations sociales salariales. Donc, les codes SOS plus le salaire net, ça constituera globalement le coût du travail. D'un autre côté, le coût du capital, ça sera le coût total supporté par l'employeur pour l'utilisation donc de capital fixe. Autrement dit, vous achetez des machines, c'est bien, ça vous coûte de l'argent, mais d'un autre côté, ces machines, il faut les entretenir, sinon elles vont s'abîmer, il faut leur faire des révisions, et puis quelquefois elles peuvent dysfonctionner, il faut intervenir, etc. Tout cela, ça fait partie du coût du capital. La technologie maintenant, elle est fondamentale, la technologie, elle se caractérise par un certain domaine de connaissances, et elle s'appuie sur un ensemble de techniques dont on va disposer à un instant donné. En clair, la technologie, c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances, un ensemble de techniques qui va pouvoir être alimenté par des innovations, tout simplement. Alors, on va distinguer plusieurs types d'innovations. Ça peut être des innovations, par exemple, de produits. Exemple, un nouveau bien. Un smartphone pliable. Les innovations de produits auront comme caractéristique de pouvoir stimuler la demande. Ça veut dire que ça va plus inciter les consommateurs à acheter. On a également les innovations de procédés. Alors, les innovations de procédés, elles vont plutôt stimuler l'offre parce qu'elles vont permettre de gagner en productivité. Ça peut être par exemple le dessin assisté par ordinateur, une chaîne de montage. On a également ce qu'on appelle des innovations organisationnelles, le taylorisme, le fordisme. Alors c'est vrai que dans la réalité, c'est pas toujours facile de distinguer les innovations de procédés des innovations organisationnelles. Elles sont très très souvent entremêlées. En fait, la technologie, toutes ces connaissances qu'on va accumuler dans le temps, toutes ces techniques qui vont s'accumuler et qui en même temps vont permettre de découvrir d'autres connaissances et de permettre l'apparition d'autres techniques, l'apparition d'autres innovations, tout cela, ça va permettre bien évidemment d'accroître la productivité, l'efficacité des facteurs de production. Ça va demander davantage de qualification au niveau de travailleurs. Et comme l'avait dit Bernard de Chartres, Nani gigantum humeris incidentes, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que nous sommes simplement des nains sur des épaules de géants. Ça veut dire que nous allons pouvoir mettre en place de nouvelles innovations parce que nous avons bénéficié des connaissances justement des générations précédentes. La technologie est vraiment fondamentale. Elle va en fait avoir des conséquences sur les autres facteurs de production, sur le facteur travail, sur le facteur capital. Ça va permettre de les stimuler, de les tirer vers le haut d'un point de vue efficacité. Et enfin les ressources naturelles. Donc les ressources naturelles, elles correspondent aux diverses ressources minérales, biologiques nécessaires à la vie de l'homme, bien évidemment, mais ici, surtout ce qui nous intéresse, à ses activités économiques.
On distingue deux grands types de ressources naturelles. D'un côté, les ressources renouvelables, donc autrement dit, ce sont des ressources dont le stock peut se reconstituer sur une période courte à l'échelle de temps humaine. Ça veut dire qu'il ne faudra pas des millions d'années en clair pour que ça se reconstitue, d'accord, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques décennies, ça commence déjà à faire. Et c'est surtout qu'en fait, elles vont elles vont se renouveler au moins aussi rapidement qu'elles seront consommées. Donc ça peut être au niveau alimentaire, par exemple des poissons, ça peut être également des forêts. Enfin, surtout si elles sont bien évidemment gérées de manière responsable et durable, ce qui n'est pas tout le temps le cas. D'un autre côté, on a donc des ressources naturelles qui ne sont pas renouvelables, ce sont des ressources dont le stock ne peut pas se reconstituer sur une période courte à l'échelle de temps humaine. En fait, les ressources naturelles non renouvelables sont renouvelables dans l'absolu, mais par exemple sur plusieurs millions d'années, au niveau du pétrole, au niveau de certains minerais. Donc c'est pour cela qu'à l'échelle humaine, on préfère considérer qu'elles ne sont pas renouvelables.